On va commencer avec Xavier Dupuis, et puis, qui aurait dû être avec nous ce matin. Malheureusement, il est retenu en région Île-de-France. Et puis, du coup, on a un petit peu raccourci votre intervention. Xavier, bonjour. Bonjour. On va donc vous entendre pendant à peu près une trentaine de minutes, et puis ensuite on va tenter un échange un peu plus interactif avec Philippe Théier qui est dans la salle, qui nous rejoindra tout à l'heure. Voilà. Les débats, les questions à l'issue, n'hésitez pas. Donc on a 2 porteurs de micro aux extrémités de salle, dont la personne de Jérôme qui est là-bas, je crois, et Patrice. Voilà. Xavier Dupuis, vous êtes chercheur au CNRS, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, responsable du parcours en Master 2 Management des organisations culturelles dont parlait Aline à l'instant. Vous avez consacré tous vos travaux à l'économie du secteur culturel et vous étiez peu nombreux à vous y intéresser dans les années 80. Vous avez collaboré comme expert avec divers organismes français et internationaux et publié et participé à de nombreux ouvrages sur le thème du management et des politiques publiques de la culture. J'en cite juste un des derniers, l'ouvrage collectif intitulé « La gestion des ressources humaines dans le secteur culturel ». Ce matin, vous allez resituer un petit peu historiquement, je crois, les rapports entre culture et économie. Et puis, vous allez nous montrer aussi en quoi la situation que traverse actuellement le secteur n'est pas qu'une question de conjoncture liée à la crise sanitaire, mais que bien au-delà, le secteur était déjà fragilisé dans sa légitimité du point de vue économique avant cette crise, et fragilisé aussi dans ses missions de démocratisation, soumis à des dérives vers un système inflationniste. Mais je vais vous laisser la parole, Xavier, et nous donner votre point de vue. Merci beaucoup. Juste un petit détail technique, j'aurais éventuellement quelques diapositives à projeter. Or, l'écran partagé a été déconnecté pour les participants sur Zoom. Est-ce qu'on pourrait me faire en sorte que je puisse projeter mes diapos? Sinon, je m'en passe, ce n'est pas très grave. Je crois que l'équipe technique est à la manœuvre en régie. Bon, mais je vais déjà commencer en attendant Commencez, voilà. résolve éventuellement le problème. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de me retrouver à défaut physiquement parmi vous, ne serait-ce qu'en vidéo, voilà, puisque une conférence n'est pas considérée comme essentielle et exceptionnelle. Et donc, je me suis vu interdit de sortie d'Île-de-France, et ce, au dernier moment. Voilà. Alors, vaste programme qui m'a été confié. Alors, je vais tailler dedans parce que en 30 minutes, il est absolument impossible de traiter tout ça. Bon, l'historique de l'économie de la culture, je passe dessus très, très vite parce que, en fait, ce que j'appelle l'économie de la culture, c'est la rencontre entre une demande qui est essentiellement politique, comme toujours, avec des questions qui sont presque toujours les mêmes. Pourquoi est-ce que ça coûte ce que ça coûte? Est-ce que ça pourrait coûter moins cher? En quoi les financements publics sont-ils légitimes? Et en face, un minimum de milieux d'études et de recherche qui essaie d'apporter des réponses donc, à ces questions. Si on appelle l'économie de la culture, donc l'émergence de ce souci de compréhension de comment ça marche finalement, oui, c'est quelque chose de intéressant puisque cela apparaît aux États-Unis à la fin des années 1970 et dans la foulée, début 80 en France, et début 80, évidemment, cela met la puce à l'oreille, car seul un ministre socialiste avec les poches bourrées d'or, Jack Lang en l'occurrence, pourra se payer le luxe de parler d'économie de la culture. Donc, Xavier, pardon, excusez-moi de vous couper, Xavier. C'est quelque chose qui ne date que d'environ 40 ans. Xavier, est-ce que vous Mais m'entendez? surtout, on a quand même Vous beaucoup pouvez avancé. partager votre écran, Xavier. Oui, j'entends. Voilà, vous pouvez a priori partager votre écran à nouveau. Le son est coupé. Ah, ok, ça a l'air de marcher. Donc, ben c'est super. Très bien. Parfait. Donc, je disais que l'économie de la culture en France a à peu près 40 ans. Et en 40 ans, évidemment, on a quand même fait pas mal de choses, notamment quantifier, car l'économie, comme chacun sait,
c'est avant tout du chiffre, hein, même si on cherche à raffiner les choses, à se départir du quantitatif en ajoutant un peu de qualitatif. Les économistes étant avant tout des gens qui manient les chiffres. Qu'est-ce que ça pèse la culture en France? C'est une mauvaise question à laquelle on ne peut répondre qu'avec des chiffres qui eux-mêmes ne sont pas forcément très très bons. Il faut rappeler qu'un chiffre en lui-même n'a pas grande valeur, n'a en fait aucune valeur. Il n'a de valeur que la méthode qui a permis de le construire, de l'obtenir. Tant qu'on ne sait pas comment un chiffre a été calculé, qu'est-ce qu'il y a derrière comme définition, comme méthodologie, normalement on ne devrait rien en dire. Tous les secteurs économiques posent des problèmes en matière de chiffrage, mais la culture est probablement le secteur qui en pose le plus, ne serait-ce que pour les questions de définition du champ. Qu'est-ce que la culture? Eh oui, l'éternelle question. Donc, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions et les quelques chiffres que je citerai seront tirés des publications du département des études du ministère de la Culture, qui est le producteur de chiffres en matière culturelle en France et qui réalise un travail tout à fait remarquable et totalement honnête, je tiens à le préciser, même s'il s'agit d'un service ministériel. Donc, la culture avant la pandémie, parlons d'avant la pandémie, c'était combien? C'était à peu près 2,3% du produit intérieur brut, quelques 670 000 emplois, c'est-à-dire à peu près 2,5% de la population active. Bon, est-ce beaucoup, n'est-ce pas beaucoup? C'est à discuter, bien entendu. Alors, voilà, j'espère. Est-ce que vous voyez la diapositive? Tout fonctionne parfaitement. Parfait, c'est marche, c'est merveilleux. Donc, vous voyez d'abord que sur grande période, donc la courbe orange, c'est l'ensemble du secteur culturel, les autres couleurs ce sont les différents secteurs que vous voyez sur le côté, spectacle, audiovisuel, patrimoine, etc. Vous voyez que de 95 à 2015, eh bien finalement, on est plutôt sur un plat. On a une croissance jusqu'à 2007 à peu près. Vous voyez, on passe de 2,5, 2,6, de 2,30 plutôt, pardon. On arrive à peu, tout juste à peu plus de 2,50% du, donc en valeur ajoutée sur l'ensemble de l'économie. Et on retombe donc dans l'année 2016, vous voyez, à peu près au même niveau qu'on était en 1995. Alors, quand on regarde sur la période plus récente, entre 2000 et 2018, donc toujours période d'avant-pandémie, on voit que la culture, oui, ça croît surtout jusqu'avant la crise financière de 2008, où il y a là un précipice en quelque sorte, mais qui concerne toute l'économie. Vous voyez le total des branches en gris par rapport au bleu qui représente la culture. La culture redémarre plutôt bien, bien fort. Et puis 2012, ensuite, oui, il faut reconnaître que c'est la période donc, du quinquennat Hollande qui a vu une petite récession pour le secteur culturel, due notamment à des réductions du budget du ministère de la Culture conséquentes, comme on n'en avait pas connu depuis les années 70. Aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Alors aujourd'hui, les derniers chiffres, vous voyez, c'est 2018. Qu'est-ce qu'on a comme secteur dominant? On a l'audiovisuel. L'audiovisuel est très puissant dans l'ensemble du secteur culturel français. Suivi encore de l'édition de la presse, 15,3, mais c'est parce qu'on vient d'un niveau très élevé, car comme on va le voir, tout ce qui est édition presse est vraiment en péril. Et le spectacle vivant, très important aussi, 14,1%. C'est une grande caractéristique du secteur culturel français, que l'importance du spectacle vivant. Alors, je vais très, très vite, bien sûr. Donc, ça nous donne quoi? Excusez-moi. L'évolution de l'emploi culturel, vous voyez, j'ai une forte hausse au cours des 20 dernières années, plus 50%. Donc, ça, c'est pour les professions culturelles.
parce que l'emploi dans le secteur culturel est en baisse, lui, à peu près, de moins 2,5%, vous voyez, depuis 2011. Il faut bien effectivement distinguer les emplois dans le secteur culturel et les emplois dans les professions culturelles. Les deux chiffres sont proches, mais ne correspondent pas tout à fait, évidemment, à la même réalité. À noter aussi au niveau de l'emploi une féminisation qui s'est fortement accrue et qui reste inférieure à la moyenne nationale. Et ce n'est pas une surprise, le développement du non-salariat, notamment avec le statut d'auto-entrepreneur. Vous voyez, je parlais des professions culturelles. Quelles sont, sur la période 86-7-2017, les professions culturelles qui augmentent le plus? Eh bien, vous voyez, ce sont les professions du spectacle et de façon assez spectaculaire, il faut bien le reconnaître. Toutes les professions voient leurs effectifs plus ou moins augmenter sur la période, sauf tout ce qui touche aux professions littéraires et à l'archivage, à la conservation, à la documentation. Mais sinon, tous les autres secteurs voient quand même globalement leur volume augmenter, avec évidemment une très forte croissance pour les professions du spectacle. En résumé, le profil type du professionnel de l'agriculture, c'est quoi? C'est un homme, 58%, non salarié, 37%, moins de 40 ans, 44%, qui est en CDD ou souvent en contrat temporaire à 30%, temps partiel 26%, diplômé, au moins un bac plus 3, 48%, et avant tout résident en Île-de-France, près de 40%. Au niveau de la consommation des ménages, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, oui, il y a toute la filière de l'écrit qui est en péril, et on voit bien qu'effectivement, vous voyez que la part consacrée, la part de leur budget consacrée par les ménages à l'achat de journaux et de publications périodiques s'élevait, c'est un véritable plongeon depuis les années 80. Les livres, ça diminue aussi. On voit que les services culturels augmentent fortement, mais commencent à stagner à partir du début des années 2000. En fait, il y a une hausse dans les années 90. Et puis, on voit qu'en fait, ce qui s'accroît, ce sont les autres services au ménage, c'est-à-dire les services récréatifs et sportifs. Des services qui sont dans le même espace pour le consommateur que nous, culture, puisqu'il s'agit de l'espace du temps libre, et l'espace du temps libre où nous sommes donc en concurrence avec beaucoup d'autres activités. Et vous voyez ici la consommation effective des ménages par produit en volume entre 88 et 2018. Eh bien, on voit qu'effectivement, revue périodique, c'est le bleu ciel avec une chute vertigineuse, que les activités créatives artistiques et le spectacle bleu foncé, lui, s'accroît, et que ce qui chute aussi, bien entendu, ce sont les journaux, et puis tout ce qui est achat de CD, DVD, bien entendu. Mais ce n'est pas une surprise. Alors, ici, nous avons très, très rapidement donc les dépenses culturelles des collectivités territoriales, donc toujours avant la crise, donc près de 9 milliards d'euros. Et vous voyez, ça représente à peu près en moyenne 4,4% de leur budget, et une moyenne de 134 euros par personne, par habitant. Le bloc local, c'est donc tout ce qui est commune et intercommunalité, avec 7 milliards d'euros. C'est de loin le premier financeur, bien entendu, suivi beaucoup plus modestement par les départements et les régions. En tout, donc, vous voyez, cela nous donne des dépenses quand même de l'ordre de 9 milliards. L'évolution des dépenses publiques en matière culturelle, donc, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez que donc le budget du ministère de la Culture, c'est le bleu ciel, troisième courbe du haut. C'est plutôt plat, le moins qu'on puisse dire, même. Qu'au niveau des collectivités territoriales, on voit qu'il y a des villes de plus de 3500 habitants ont vu leur contribution diminuer, mais pourquoi? Parce que ce sont en fait les EPCI, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, donc en vert,
qui augmente parce qu'il y a eu des transferts entre les villes et les EPCI. Donc, on ne peut pas dire que la contribution des communes est diminuée, c'est simplement un jeu de transfert, un jeu comptable. On voit qu'en revanche, les départements qui sont complètement asphyxiés par le social, dans tous les départements, le social, c'est plus de 50%, souvent les 2/3 du budget. Donc, ça veut dire qu'il n'en reste évidemment pas grand-chose pour le reste, à commencer dans la culture. Et les régions qui, finalement, se maintiennent, mais sans croissance excessive et même une légère régression par rapport à 2015. Globalement, où en étions-nous et où en sommes-nous encore, je dirais, hors pandémie? Voilà une estimation totalement personnelle dont j'assume la responsabilité. Vous voyez qu'en 2019, donc, on avait une quasi-parité entre l'État, tout compris, et les collectivités territoriales, pour à peu près 18 milliards de fonds publics. Le mécénat, qui ne s'est jamais remis de la crise financière de 2008, puisqu'en 2008, on était à 1 milliard d'euros de mécénat culturel, et qu'aujourd'hui, on est, d'après les chiffres que nous possédons, aux alentours des 500 millions, alors qu'on était tombé à moins de 400 millions. On a repris quelques couleurs, mais on est loin encore d'atteindre le niveau qu'on avait obtenu avant la crise financière. La publicité bénéficiant à la culture, hein, donc ici, c'est la publicité essentiellement pour les médias, bien entendu. C'est-à-dire la publicité que vous pouvez trouver une affiche dans un abribus pour une marque de yaourt, ben, ça n'en fait pas partie, je vous rassure. Et les ménages, alors là, c'est une tarte à la crème, hein, tout, et on ne sait plus très bien quoi penser des dépenses des ménages. Qu'est-ce qu'on fait notamment des dépenses de télécommunications, puisqu'aujourd'hui, on a tout ça, on a tout dans les box, etc. Bon, ce sont des problèmes de définition statistique. Soit en tout, donc, à peu près 70 milliards d'euros, dont 18 milliards de fonds publics. Voilà où nous en étions, donc, avant la crise sanitaire, avant la pandémie. D'un point de vue chiffre, structurellement, où en étions-nous? C'est-à-dire, est-ce que, malgré ces 18 milliards de fonds publics, malgré ce chiffre d'affaires, entre guillemets, de l'ordre de 70 milliards, de ces 2,3% du PIB, est-ce que la culture s'est portée pas trop mal, mieux ou plus mal que 20 ou 30 ans, voire 40 ans avant? Eh bien, malheureusement, il faut forcer de constater qu'avant même la pandémie, les problèmes s'amoncelaient, que les nuages, oui, s'agglutinaient au-dessus du secteur culturel. D'abord, on a l'habitude de distinguer au sein de la culture le secteur dit des industries culturelles. Secteur des industries culturelles qui repose sur donc l'idée de reproduction d'un produit en très grande série, hein, donc sur l'idée de la reproductibilité du produit à l'identique, et un secteur plus ou moins artisanal, du moins ne pouvant pas entrer dans une logique de production en grande série d'un produit strictement identique. Si on prend le secteur des industries culturelles, donc qui repose sur cette reproductibilité du produit à l'identique, la situation, nous la connaissons tous. C'est un secteur qui a toujours fonctionné sur la reproduction d'un produit physique, sauf que ce produit physique a été complètement dynamité par la dématérialisation, par le numérique, et que donc l'ensemble du secteur des industries culturelles a vu son économie totalement bouleversée, sa chaîne de création de valeur totalement réorientée vers l'inconnu, vers cette dématérialisation. L'industrie de la musique a été la première touchée, puis le cinéma. Aujourd'hui, l'édition papier elle-même, évidemment, est touchée, c'était inéluctable, même si les éditeurs ont longtemps refusé de voir la chose. Bon, les industries culturelles sont en phase de mutation fondamentale, donc il faut réinventer une chaîne de valeur, il faut tout réinventer, finalement, l'économie de ces industries.
L'industrie musicale commence à reprendre quelques couleurs. Elle était la première touchée. Elle sera sans doute la première à se remettre sur pied. Mais on voit bien qu'on n'est pas revenu aux périodes d'or, évidemment, des années 80. Et donc, bah oui, cette crise continue, même s'il y a de bons signes avant-coureurs de résolution. Donc, on a affaire à un secteur qui est en mutation. Ça veut dire toujours la même chose, c'est-à-dire des choix stratégiques, ça veut dire des fusions, des disparitions d'entreprises, y compris d'entreprises historiques. Ça veut donc dire des plans de licenciement collectif, ça, bon, un chambardement terrible. Ça, ce sont nos industries culturelles. Xavier, Oui, est-ce que vous pouvez revenir à l'image, s'il vous plaît? revenir À à l'image. l'image. Ouais. Oui, je On supprime. préfère voir votre bouille. Alors, voilà, j'ai arrêté le partage d'écran. C'est bon? Super. C'est ce que vous vouliez? Oui, parfait. Alors, excusez-moi. Donc, on a nos industries culturelles, encore une fois, qui sont en plein sur le marché. Ensuite, notre secteur plus artisanal, qui est, lui, beaucoup plus subventionné, parfois même très subventionné, pour certains organismes, pas beaucoup plus que le secteur des industries culturelles, qui est peu subventionné. Il n'y a guère que le cinéma qui est très subventionné. Est-ce que la situation est meilleure qu'hier? Quand on regarde quelques indicateurs, quelques ratios de gestion basiques, notamment le taux de recettes propres, le pourcentage de charges fixes, on sait qu'une entreprise a intérêt à ne pas avoir un pourcentage de charges fixes trop important. Que, évidemment, l'autofinancement, c'est un indicateur aussi très important. Quand on regarde les choses, on s'aperçoit qu'il semblerait, et en fait c'est un effet d'optique, il semblerait que les choses aillent mieux qu'hier. Pourquoi? Parce que nombre d'institutions culturelles qui, auparavant, début 80, ne faisaient que 20% de recettes propres, et encore, on était taxé tout de suite de meilleur élève de la classe quand on faisait 20% de recettes propres. Aujourd'hui, certaines d'entre elles parviennent à faire quelque chose comme 50%, ce qui était le cas avant la pandémie de l'Opéra de Paris, ce qui était le cas du Louvre, voire plus de 60%, comme Versailles, Orsay. Bon. Donc, un pourcentage de recettes propres considérable par rapport à celui d'hier, bien entendu. Et dans le même temps, les charges fixes qui ont diminué, effectivement, alors qu'elles pesaient souvent pour plus de 80%. Aujourd'hui, elles pèsent dans ces mêmes institutions qui parviennent à s'autofinancer à plus de 50%, elles ne représentent plus qu'à peine 60%, voire même parfois légèrement moins. Donc, tout va mieux à l'aune de quelques indicateurs finalement assez frustrants. Mais quand on regarde de plus près, les choses ne vont pas mieux. Elles vont peut-être plus mal. Pourquoi? Parce que dans le même temps que les recettes propres ont fortement augmenté, les coûts et les budgets ont aussi fortement augmenté. Car on a affaire à une économie qui est intrinsèquement inflationniste. Et donc, le besoin de financement, c'est-à-dire le besoin de financement public, lui, n'a pas décru, mais au contraire a augmenté. Donc, les besoins ne sont pas moindres qu'hier, ils sont supérieurs. Et dans le même temps, on a déjà énormément accru les recettes propres. Et comment a-t-on accru les recettes propres? Tout simplement parce qu'on a fait des choses qu'on ne faisait pas il y a 30 ou 40 ans. Donc, on est allé chercher des mécènes, on a fait de la location d'espace, on a fait des produits dérivés, etc., etc., etc. Et on a surtout raisonné en termes de politique tarifaire. Des politiques tarifaires où la question est tout de suite devenue comment faire le plus de recettes propres. Et comment faire le plus de recettes propres? Très souvent, ça se traduit par une réponse simple, il suffit d'augmenter les prix. Mais dans le même temps, il y a toujours ce fameux objectif de démocratisation qui est sacro-saint dans le secteur culturel et auquel tiennent les tutelles, que ce soit les tutelles politiques, ministères, mais aussi les financeurs privés.
qui, dans le cadre notamment de la responsabilité sociale de l'entreprise, attache beaucoup d'importance à la question des publics. Moralité, on a aujourd'hui une tenaille qui se referme sur nos institutions culturelles entre, d'une part, faire le plus de recettes propres possible et, dans le même temps, faire le plus de public possible et surtout aller chercher les publics dits éloignés, des publics dits empêchés, des publics qu'il faut vraiment aller prendre par la main. C'est-à-dire, il ne suffit pas de leur proposer une offre tarifaire gratuite. Chacun sait que la gratuité n'attire pas tout le monde. Même quand c'est gratuit, tout le monde ne vient pas. Mais on va donc adopter des politiques tarifaires particulièrement offensives, avec tarifs réduits, allant jusqu'à la gratuité, pour attirer ces publics. Dans le même temps, attirer ces publics, il faut faire de la médiation, il faut prendre par la main, il faut développer toute une action pédagogique pour faire venir ce type de public, ce qui a un coût non négligeable. Et vous comprenez la tenaille. D'un côté, on est obligé de faire des recettes propres de plus en plus importantes. D'un autre côté, on dépense de l'argent pour faire venir un public qui est très peu générateur de recettes. Parce que, oui, souvent pour lui, c'est déjà trop cher. Moralité, comment augmenter les recettes? Eh bien, à défaut de pouvoir augmenter à l'infini les publics payants, ben on fait payer les publics payants toujours plus cher. Et il ne faut pas croire que les publics payants soient des vaches à lait, qu'on puisse augmenter les tarifs indéfiniment. Et même si vous prenez des institutions, une institution aussi caricaturale que l'Opéra de Paris, qui a un public évidemment acquis et relativement aisé économiquement, c'est incontestable. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que des millionnaires qui vont à l'Opéra de Paris. Et avant la pandémie, déjà, les salles n'étaient pas pleines, sauf quand vous affichez un cheval de bataille. Les chevaux de bataille dans l'art lyrique, il y a 4-5 titres qui remplissent toute salle, à coup sûr. Le reste, il faut faire venir le public. Et donc, vous pouviez très bien avoir des salles très clairsemées, bien avant la pandémie. Et tout simplement parce que le prix est devenu très élevé pour une grande majorité du public normal de cette institution qui est quand même très particulière et plutôt caricaturale même en termes de public. Donc, vous comprenez qu'on est ici face à une impasse en quelque sorte. On est condamné à faire du chiffre en termes de public. Faire du chiffre, ça coûte cher, ça réclame des moyens. En même temps, les finances publiques ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc, on est obligé de faire des recettes propres, qui est de toute façon l'objectif qui est assigné par les tutelles. Et pour ça, on accroît les prix pour le public payant, sauf que ce public payant, et il y a un moment où on franchit les seuils. Donc, oui, la situation pouvait paraître meilleure qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. En fait, non, a été au moins aussi préoccupant, peut-être plus. Alors ensuite, et je vais bientôt maintenant, parce que j'atteins la demi-heure, je vais reprojeter 2 diapositives, donc je repartage l'écran, voilà. Alors, la pandémie, maintenant, c'est l'estimation d'impact sur la crise, donc ce sont des chiffres officiels du ministère de la Culture, donc du DEPS, des chiffres obtenus par travail commun avec l'INSEE. Donc, vous voyez que sur 2020, la culture aurait perdu donc 25% de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 22 milliards d'euros, qui a un impact moyen attendu en 2020, vous voyez, sur l'ensemble des secteurs, le secteur le plus touché, et ce n'est pas évidemment une surprise, c'est le spectacle vivant. Moins 72%, plus moins 36%. Et vous voyez, évidemment, alors le cinéma est regroupé avec l'audiovisuel, donc ça permet de sauver moins 20% seulement, mais donc une catastrophe, une perte donc de 25%, plus de 22 milliards de chiffre d'affaires. Et ici, vous voyez que les conséquences donc de la perte d'activité en temps de confinement. Vous voyez sur la gauche du graphique, donc toujours des chiffres du DEPS, normalement, 2020, on aurait dû voir une valeur ajoutée
s'accroître de 2%. En l'occurrence, ça a été moins 27%. Donc, 9 milliards et demi de valeur ajoutée en moins. Et vous voyez que la culture est absolument sinistrée avec le secteur de la construction. Vous voyez que les hypothèses, si vous voyez donc la culture en période, et donc la perte d'activité en période de confinement par rapport à 2020, vous voyez que la culture, c'est moins 62%, la construction, moins 75%. L'industrie, hors agroalimentaire, 52%. Donc la culture est le secteur le plus touché. Évidemment, cela n'est pas non seulement sans conséquences directes, je dirais, mais sans doute aussi à plus long terme. Et notamment la question du numérique. Nous avons vu, notamment dans le spectacle, mais aussi dans les musées, une offre numérique qui a explosé avec la crise. Et nombre de théâtres, nombre d'orchestres, nombre de musées proposent aujourd'hui sur Internet donc des visites d'exposition, des concerts, des représentations d'opéra, de théâtre, etc., de ballet, beaucoup plus qu'hier. Hier, voilà ce que ça a donné dans la dernière enquête pratique culturelle des Français. Donc, vous voyez que pour les sites patrimoniaux, on avait 24% qui visitaient un site patrimonial in situ, 4% en ligne. 24,4, vous voyez, il y avait 5% de commun. Pour la danse, 7,2,6, le théâtre, vous voyez, 18,3,3, le concert, 25,9,8. Tout ceci était donc relativement marginal, tout ce qui était consommation en ligne était relativement marginal. Dans le même temps, nous savons tous qu'il y avait des opérations qui avaient déjà très bien fonctionné, notamment l'opéra au cinéma. Mais l'opéra au cinéma, c'est un hybride, finalement, entre ce que l'on peut voir chez soi sur son écran de télévision et ce que l'on peut avoir dans une salle. Puisqu'on est dans une salle de cinéma, c'est quand même quelque chose qui est en direct et qui est collectif, bien entendu. La question avec la pandémie, c'est l'explosion du numérique. L'explosion du numérique, ça veut dire qu'on a eu, par exemple, 20% des Américains qui se sont inscrits, qui ont à une offre de streaming, et ce, en 3 mois. Nombreux sont les... Aujourd'hui, on a par exemple Netflix ou Disney qui sont forts de quelques 200 millions d'abonnés chacun dans le monde. C'est énorme. Disney a vu en quelques mois exploser ses abonnements de 30%, Netflix de 15%. Beaucoup, parmi les professionnels numériques, estiment que ce qui leur aurait demandé peut-être 2, 4, voire même peut-être 5 ans, s'est réalisé en l'espace de quelques mois. C'est-à-dire qu'il y a eu explosion de l'offre et en même temps, comme les gens étaient confinés, que les salles étaient fermées, que la sortie était interdite, évidemment, le public s'est tourné vers cette offre à domicile. Or, l'offre à domicile est extrêmement attractive. Bien sûr que la sortie, c'est du lien social, bien sûr que c'est du collectif, bien entendu. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui est à domicile, c'est aussi très, très attractif, car le contenu peut être excellent, bien entendu, et puis le coût aussi, bien entendu. Il n'y a pas de coût à la sortie. Donc, il n'est pas impossible, mais là on ne peut faire que des hypothèses, mais il n'est pas impossible que l'on ait là un tournant majeur au niveau des pratiques des individus, c'est-à-dire que l'on ait une émergence d'une catégorie qui était déjà apparue avant la pandémie et une catégorie de jeunes, ce que dans l'enquête pratique culturelle des Français, le ministère appelle vraiment ceux qui ont la tête dans le numérique, le bas numérique. C'est 15% de jeunes, la tranche d'âge essentiellement entre 15 et 25 ans. Or, la tranche d'âge entre 15 et 25 ans, ce sont nos publics de demain.
en salle, en institution. Si ce public, qui déjà avant la pandémie ne consommait que du numérique, avec la pandémie, évidemment, ils n'ont pas changé. Au contraire, ils ont probablement vu leurs effectifs s'accroître. Et les habitudes que l'on prend dans cette tranche d'âge sont extrêmement difficiles à remettre en cause après quand on finit. Autrement dit, il n'est pas impossible qu'il y ait un vrai tournant en faveur du numérique qui va se traduire par une difficulté terrible à renouveler les publics dans les lieux, dans les salles. Bien sûr que le public va revenir, mais à l'identique d'avant la crise, rien n'est moins sûr, en tout cas. En tout état de cause, et je vais m'arrêter là parce que je suis trop long, les problèmes existaient déjà avant la crise sanitaire. La crise sanitaire n'a fait que renforcer les problèmes. Problèmes de financement public, bien entendu. Problèmes de public aussi, tout simplement, avec probablement des mutations au sein même des pratiques et des usages des publics et des pratiques culturelles. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je suis ouvert évidemment à toutes les questions. Merci. Ouais. Merci Xavier. J'accueille Philippe à côté de moi, Philippe Tellier. Alors je remets le masque. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Xavier. Donc désolé, on ne se rencontre pas en vrai aujourd'hui. Tu m'entends? Ouais, j'entends de façon lointaine. Le son n'est pas très bon pour moi. Ok, Philippe, vous avez le rôle aujourd'hui de grand témoin. Et puis du coup, vous allez nous aider du coup par rapport à cette intervention de Xavier qui aurait dû être en chair et en os. On avait envie de susciter un échange un peu plus vivant pour pallier ce déficit de présence de Xavier avec nous. Très rapidement, vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble, maître de conférences en sciences politiques et responsable pédagogique du master direction de projets culturels en collaboration avec l'Observatoire des politiques culturelles. Je pourrais dire beaucoup de choses de vous. Comme vous intervenez tout à l'heure à 16h, je pourrais développer. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez interagir avec Xavier sur un point en particulier. Je vais peut-être poser le masque pour être plus clair rapidement. Donc Xavier, écoute, merci, tu as été comme d'habitude très clair, mais en même temps, je ne sais pas si je dois te remercier parce que tu as bien plombé l'ambiance pour commencer ces 2 journées. Enfin, ce n'est pas toi qui en es responsable, bien sûr, tu es le porteur de mauvaises nouvelles ici. Alors, juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avant que Emmanuel Vallon prenne la parole, une question que je voulais te poser, c'était au fond de voir comment il y a des variables géographiques dans ce que tu as énoncé. Alors, il y a une variable sans doute nationale, puisque ce qui se passe dans d'autres pays peut être affecté par la différence d'intervention des pouvoirs publics dans le domaine culturel. Donc, est-ce que cette variable-là, tu pourrais rapidement l'évoquer et voir quel est son impact au moment de cette crise ? Et peut-être pour nous donner un peu plus d'optimisme. Et puis aussi une variable géographique, mais là, à l'intérieur des frontières nationales, pour savoir aussi quelle est la situation en dehors de la région parisienne qui concentre effectivement beaucoup d'institutions, beaucoup de professionnels. Donc, est-ce que du point de vue de l'économie de la culture, on a des situations différenciées à la fois entre Paris, la région parisienne et le reste du pays, mais aussi éventuellement entre des régions du fait de configurations spécifiques, de rapports spécifiques au pouvoir public. Donc une première question sur des variables géographiques, nationales, internationales, et puis entre les régions au sein de notre pays. Je réponds ? Oui. Alors, donc, une chose est certaine, hein, c'est que nous sommes très fiers de notre secteur culturel en France, nous le savons tous. C'est vrai qu'on a un ministère de la Culture puissant par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est incontestable. Et pour la gestion de cette crise sanitaire, on ne fait pas exception, je dirais, par rapport à tout notre passé historique. C'est vrai que le ministère de la Culture a quand même dégagé des moyens
le gouvernement, de façon générale, a dégagé des moyens pour l'ensemble de l'économie, certains concernant aussi la culture, mais le ministère de la Culture a aussi fait beaucoup de choses, notamment ne serait-ce que pour sauver le régime des intermittents du spectacle, qui est un pilier essentiel de l'économie du spectacle et de l'audiovisuel en France. Le principe de l'année blanche, c'est évident que c'est quelque chose de très, très, très important, même de fondamental, pour sauver, au moins à court terme, le secteur culturel. Donc, on a, par rapport à d'autres pays, incontestablement, même si l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, c'est bien connu, mais nous n'avons quand même pas trop à nous plaindre par rapport à nombre d'autres pays, où là, la situation est vraiment catastrophique. Alors on rêve toujours sur les États-Unis, mais aux États-Unis, vous avez des établissements qui, prenons l'exemple, pour reprendre l'Opéra de Paris en France, le Metropolitan Opera de New York est fermé. Et il a été fermé pour toute la saison 2020-21. Je ne suis même pas sûr qu'il rouvre à l'automne 21, même si c'est hautement probable. Mais fermé pendant une saison. Mais le personnel n'a rien touché. Absolument rien. Vous avez les musiciens de l'orchestre du Metropolitan Opera de New York qui sont obligés de quasi faire la manche pour survivre. Ils n'ont plus rien, il n'y a plus aucun revenu. En France, l'Opéra de Paris a continué à tourner. Il produit des spectacles pour une représentation en streaming, c'est tout. Mais bon, au moins les personnels sont payés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on a une chance certaine d'être français, et le secteur culturel de français peut quand même se féliciter, je dirais, de la présence de ce ministère de la Culture. Rien n'est jamais parfait, mais c'est quand même bien ce qu'il a fait. Ensuite, au niveau régional, chacun le sait, il n'y a plus de vraie politique culturelle nationale. Il y a de plus en plus de politique culturelle territoriale. Au niveau régional, il y a des disparités, bien entendu. Il y avait déjà des disparités quand il y avait 22 régions en France métropolitaine. Il en demeure encore aujourd'hui avec donc nos 13 régions. Quand on regardait, j'invite tout le monde à regarder une publication du DEPS qui est consultable sur Internet, vous pouvez la télécharger, c'est même gratuit, qui est l'Atlas culturel, où on a donc, c'est un atlas avec que des cartes où on peut bien visualiser le maillage territorial. Bon, il est clair que la France, bien qu'ayant eu un ministère depuis 1959, bien qu'ayant eu une période complètement délirante avec les années 80 jusqu'au milieu des années 90, où là, l'État non seulement a mis beaucoup d'argent sur la table, mais plus encore les collectivités territoriales, la France est dotée de tout un parc d'organismes, de structures culturelles qui en fait un pays d'une richesse assez unique, il faut bien le dire. Est-ce que pour autant l'aménagement du territoire est parfait? Évidemment non. Je ne veux pas dire qu'il y a encore aujourd'hui des zones désertiques, mais c'est vrai que dans ces cartes, quand vous les regardez, vous apercevez qu'il y a quand même des zones plus blanches, je dirais, que les autres. Évidemment, plus la couleur est foncée, plus il y a de nombre d'équipements. Et il y a encore des zones blanches, bien entendu. C'est tout à fait évident. Il y a un axe historique, mais qui est historique, mais au sens de la France, c'est-à-dire du pays, et pas uniquement du secteur culturel. Mais la culture a emboîté le pas au reste. Il y avait, dans le temps, à la DATAR, à la délégation d'aménagement du territoire, qui aujourd'hui a changé de nom, mais c'est pas grave, quand ils sortaient des cartes comme ça d'aménagement du territoire, et je ne parle pas de la culture ici, mais globalement, il faut à peu près pour tout, il y avait ce qu'ils appelaient la banane bleue. Et la banane bleue, c'était quoi? C'était en fait une banane, enfin, ils auraient pu appeler ça un croissant, mais bon, banane ou croissant, c'est à peu près la même forme. En fait, c'était donc un arc de cercle allant de Paris à Marseille en passant par Lyon. Et effectivement, il y avait ces trois régions, l'Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA, qui
concentrait une part très importante, mais pour tout, en fait, quasi pour tout. Et pour la culture, ça se retrouve également. On a corrigé un peu le tir, certes, mais il y a toujours l'hypertrophie parisienne qui est historique, hein, ça date de la royauté, hein, voilà, avec toutes ces institutions nationales d'État qui sont concentrées sur la capitale. On a corrigé un peu ce tropisme francilien, mais il demeure encore très très largement. Hein. L'Île-de-France concentre 2 fois plus d'emplois culturels qu'elle ne concentre d'emplois par rapport à la population active totale. Hein. La culture est 2 fois plus concentrée en Île-de-France que les autres activités économiques. Donc ce tropisme, il existe toujours. Il y a encore des disparités, oui. Mais je crois que ça, c'est un programme non seulement vaste, mais sans fin, parce que, encore une fois, on se bat. Cela va à l'encontre aussi de toute une tradition historique. Et donc, il est presque inévitable qu'il y ait un tropisme parisien. Alors ensuite, entre les régions elles-mêmes, ensuite, ce sont des questions aussi là historiques, et puis des questions de volonté, des questions d'hommes, des questions de conviction. Il suffit parfois, vous savez, d'une bonne personne au bon endroit, au bon moment, pour faire de grandes choses. Et au même titre que la mauvaise personne, au mauvais endroit, mais au bon moment, peut vous produire des catastrophes. Donc oui, il y a toujours des disparités, bien entendu. Est-ce que la crise sanitaire va accroître ces disparités? Je n'en sais rien. Voilà. Je n'ai pas de boule de cristal. Alors, autre tentative de boule de cristal peut-être pour toi, mais on passera après rapidement la parole à la salle. Depuis quelques années, il y a eu des prises de position assez fortes pour situer le secteur culturel parmi l'économie sociale et solidaire. C'est donc un secteur qui était aussi remarqué parce qu'il était en développement, avec des emplois à la clé et puis une production de richesse relativement sensible quand même. Et donc, de façon un peu générale, est-ce que tu sais comment ce secteur vit la crise sanitaire? Et au fond, est-ce que les partenaires proches du social notamment ou du développement local vont connaître eux aussi des difficultés comme en connaissent aussi les acteurs culturels? Ou est-ce que c'est un secteur qui, malgré tout, devrait reprendre assez rapidement parce qu'il a une dynamique de développement qui peut permettre donc qui peut reprendre au fond après la crise sanitaire. Donc, est-ce que ce secteur-là, l'ESS, va être touché durablement par la crise, ou est-ce qu'au contraire, la dynamique qu'on avait vue avant va se prolonger et reprendre après la crise? La réponse est sans doute entre les deux. C'est-à-dire, d'abord, l'ESS et la culture, oui, on a beaucoup fait de rapprochements. Mais ce qui est naturel, il ne faut pas oublier que l'ESS, c'est en grande partie aussi le monde associatif, et que dans la culture, le monde associatif, oui, c'est une grosse part du secteur. Donc, il y avait une intersection, je dirais, presque héréditaire entre l'ESS et la culture, en termes même de structure. Et puis aussi en termes d'idéaux, bien entendu, dans la culture, on a une dimension humaine, une dimension liée au lien social très fort, autant de choses que l'on retrouve dans l'ESS, bien entendu. Donc il y avait une communauté d'intérêt finalement entre l'ESS et une assez grande partie du secteur culturel. Donc que les deux se soient rejoints, c'est, je dirais, naturel et c'était inévitable. Alors ensuite, qu'est-ce que la crise sanitaire fait par rapport à cela? Les organisations de l'ESS sont elles-mêmes quand même souvent des structures, de petites structures, des structures fragiles économiquement, déjà avant la crise. Donc, ce qui veut dire qu'avec la crise, les choses ne se sont pas franchement beaucoup arrangées. Est-ce qu'elles sont capables de rebondir? Probablement oui, et probablement peut-être plus que d'autres structures plus importantes. Pourquoi? Parce que ce sont justement de petites structures très flexibles, fonctionnant aussi avec un engagement
une participation de leur personnel, de leur public, de leurs clients, pour utiliser un vilain mot, ce qui fait que ce sont des structures qui ont probablement su s'adapter plus que des structures beaucoup plus rigides aux contraintes de la crise et qui seront à même de rebondir plus vite également en sortie de crise. De là à dire que l'ESS, c'est la planche de salut pour le monde culturel, il n'y a pas de planche de salut, il y a des planches de salut. Je sais que j'ai plombé l'atmosphère, mais ça, c'est mon rôle de Cassandre. Mais la culture s'en sortira. De toute façon, la culture a traversé déjà maintes crises. Elle s'en sortira. Mais il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas une planche de salut, que ce soit l'ESS ou autre chose. Ça va être un ensemble de choses qui vont faire que la culture va émerger, va reprendre du poil de la bête et va redevenir, peut-être pas ce qu'elle était tout à fait avant, mais largement en tout cas comme elle était avant. La question majeure qui se pose, c'est pour le secteur subventionné par les pouvoirs publics, donc, c'est est-ce qu'il y aura les finances publiques qui pourront permettre d'accompagner ce retour à la normale. Jusqu'à présent, on débloque des millions et des millions et des millions à peu près pour tout le monde, et pas que pour la culture, bien sûr. C'est très bien. Mais quid à l'avenir? Est-ce qu'on va continuer comme ça? J'en doute. Et puis, est-ce que les pouvoirs publics n'auront malheureusement pas, quand j'ai les pouvoirs publics, ce sont des hommes, hein, bien entendu, hein, est-ce que les pouvoirs publics n'auront pas l'impression que finalement, ils ont déjà beaucoup donné dans les années 80-90, qu'ils auront aussi donné pendant la pandémie? Est-ce qu'on n'aura pas déjà fait le boulot, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudra continuer à donner autant? J'ai peur aussi, sincèrement, que l'étiquette de non essentiel ne nous colle à la peau. Et que justement, quand je faisais mon dégagement in fine sur le numérique, qu'il y ait de bons esprits qui pensent que finalement, le numérique, c'est pas si mal que ça peut remplacer beaucoup de choses, que ça peut peut-être faire des économies, puisqu'on a prouvé qu'on pouvait continuer à vivre grâce au numérique, à vivre, pas aussi bien qu'avant, bien sûr, mais on continuait à survivre, je dirais, grâce au numérique. J'ai peur qu'il y ait des esprits chagrins qui ne tiennent ce genre de raison. Donc pour moi, la grande question, c'est non pas de trouver la recette magique, certainement pas, elle n'existe pas, mais c'est comment faire pour rétablir un consensus, je dirais, dans la classe politique en faveur de la culture, c'est-à-dire que la culture, ce n'est pas du non-essentiel, c'est de l'essentiel, que l'on a peut-être déjà mis beaucoup d'argent public sur la culture, et ce n'est pas faux, mais que ce n'est pas une raison pour en donner moins à l'avenir. Et qu'au contraire, il faut continuer à financer la culture, parce que sinon, c'est vraiment faire une croix sur justement tout ce qu'on a déjà fait, et donc comme si on avait jeté l'argent par les fenêtres auparavant. Donc si on veut légitimer ce qu'on a déjà donné, en général, il faut continuer à donner. Ensuite, on pourra en discuter les modalités, bien entendu, mais il faut au moins qu'il y ait un consensus sur le principe, et c'est très important. Et tout le débat qu'il y a sur l'étiquette essentielle, non essentielle, moi, ça m'a paru vraiment flagrant. C'est vraiment la question pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment le temps d'organiser un débat avec la salle. Peut-être que du coup, tout ce que vous avez exposé, Xavier, peut nourrir justement, puisque en fait, je ne vous ai même pas présenté le programme. J'espère que vous l'avez consulté avant, parce que je me rends compte que j'ai fait cette boulette. En fait, là, on va accueillir tout à l'heure Emmanuel Vallon pour une deuxième intervention. Et ensuite, on a un temps de théâtre, de forum ouvert pour alimenter des laboratoires d'idées qui auront lieu cet après-midi. Et on va vous expliquer comment faire. On va avoir besoin de votre participation. Donc, Xavier, ce que je vous propose, c'est qu'on s'en tienne là et qu'on évite de prendre trop de retard sur l'intervention d'Emmanuel et sur la suite.
Un grand merci. Je ne sais pas si Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose. Non, merci aussi Xavier pour ces réponses claires. J'ai vu parfois un petit peu de lumière quand même au fond de la salle, et puis quand même un chantier ouvert pour les 2 journées qui commencent. Donc merci encore. À bientôt Xavier. Au revoir. Pas de problème. Merci à tous et à toutes.